La République de Platon, livre 10e, suite. Nous avons donc à considérer maintenant la tragédie et Homère qui en est le père, puisque nous entendons certaines personnes dire que les poètes tragiques sont versés dans tous les arts, dans toutes les choses humaines relatives à la vertu et au vice, et même dans les choses divines. Il est en effet nécessaire, disent-elles, que le bon poète, s'il veut créer une belle œuvre, connaisse les sujets qu'il traite, qu'autrement il ne serait pas capable de créer. Il faut donc examiner si ces personnes, étant tombées sur des imitateurs de ce genre, n'ont pas été trompées par la vue de leurs ouvrages, ne se rendant pas compte qu'ils sont éloignés au 3e degré du réel, et que, sans connaître la vérité, il est facile de les réussir, car les poètes créent des fantômes et non des réalités. Ou si leur assertion a quelque sens, et si les bons poètes savent vraiment ce dont, au jugement de la multitude, ils parlent si bien. Parfaitement, dit-il, c'est ce qu'il faut examiner. Or, crois-tu que si un homme était capable de faire indifféremment, et l'objet, à imiter et l'image, il choisirait de consacrer son activité à la fabrication des images, et mettrait cette occupation au premier plan de sa vie comme s'il n'y avait pour lui rien de meilleur? Non, certes. Mais s'il était réellement versé dans la connaissance des choses qu'il imite, j'imagine qu'il s'appliquerait beaucoup plus à créer qu'à imiter, qu'il tâcherait de laisser après lui un grand nombre de beaux ouvrages, comme autant de monuments, et qu'il tiendrait bien plus à être loué qu'à louer les autres. Je le crois, répondit-il, car il n'y a point dans ces deux rôles égal honneur et profit. Donc, pour quantité de choses, n'exigeons pas de compte d'Homère ni d'aucun autre poète. Ne leur demandons pas si tel d'entre eux a été médecin, et non pas seulement imitateur du langage des médecins. Quelle guérison on attribue à un poète quelconque, ancien ou moderne, comme à Asclépios, ou quel disciple savant en médecine il a laissé après lui, comme Asclépios a laissé ses descendants. De même à propos des autres arts, ne les interrogeons pas, laissons-les en paix. Mais sur les sujets les plus importants et les plus beaux qu'Homère entreprend de traiter, sur les guerres, le commandement des armées, l'administration des cités, l'éducation de l'homme, il est peut-être juste de l'interroger et de lui dire « Cher Homère, s'il est vrai qu'en ce qui concerne la vertu, tu ne sois pas éloigné au 3e degré de la vérité, ouvrier de l'image comme nous avons défini l'imitateur, si tu te trouves au 2e degré, et si tu fus jamais capable de connaître quelles pratiques rendent les hommes meilleurs ou pires dans la vie privée et dans la vie publique, dis-nous laquelle parmi les cités, grâce à toi, c'est mieux gouverner, comme grâce à Lycurgue, Lacédémone, et grâce à d'autres, nombre de cités grandes et petites. Quel État reconnaît que tu as été pour lui un bon législateur et un bienfaiteur? L'Italie et la Sicile ont eu Carandas et nous Solon. Mais toi, quel État peut te citer? Pourrait-il en nommer un seul? Je ne le crois pas, répondit Glaucon. Les Homérides eux-mêmes n'en disent rien. Mais quelle guerre mentionne-t-on à l'époque d'Homère, qui ait été bien conduite par lui ou par ses conseillers? Aucune. Cite-t-on alors de lui, comme d'un homme habile dans la pratique, plusieurs inventions ingénieuses concernant les arts ou les autres formes de l'activité, ainsi qu'on le fait de Thalès de Milet et d'Anacharsis le cite? Non, on ne cite rien de tel. Mais si Homère n'a pas rendu de service public, dit-on au moins qu'il ait de son vivant présidé à l'éducation de quelques particuliers, qu'il ait aimé au point de s'attacher à sa personne, et qui ait transmis à la postérité un plan de vie homérique, comme ce fut le cas de Pythagore, qui inspira un profond attachement de ce genre, et dont les sectateurs, notamment encore aujourd'hui, pythagoriques, et dont les sectateurs nomment encore aujourd'hui pythagorique le mode d'existence par lequel il semble se distinguer des autres hommes. Non, là encore, on ne rapporte rien de pareil, car Créophile, le compagnon d'Homère,
encourut peut-être plus de ridicule pour son éducation que pour son nom, si ce qu'on raconte d'Homère est vrai. On dit en effet que ce dernier fut étrangement négligé de son vivant par ce personnage. On le dit en effet. Mais penses-tu, Glaucon, que si Homère eût été réellement en état d'instruire les hommes et de les rendre meilleurs, possédant le pouvoir de connaître et non celui d'imiter, penses-tu qu'il ne se serait pas fait de nombreux disciples qui l'auraient honoré et chéri? Quoi? Protagoras d'Abdère, Prodicos de Chéos et une foule d'autres arrivent à persuader leurs contemporains en des entretiens privés qu'ils ne pourront administrer ni leur maison ni leur cité si eux-mêmes ne président à leur éducation, et pour cette sagesse se font si vivement aimer que leurs disciples les porteraient presque en triomphe sur leurs épaules. Et les contemporains d'Homère, si ce poète avait été capable d'aider les hommes à être vertueux, l'auraient laissé, lui ou Hésiode, errer de ville en ville en récitant ses vers. Il ne se serait pas attaché à eux plus qu'à tout l'or du monde. Il ne les aurait pas forcés de rester auprès d'eux dans leur pays, ou s'il n'avait pu les persuader, il ne les aurait pas suivis partout où ils allaient, jusqu'à ce qu'ils en eussent une éducation suffisante. Ce que tu dis là, Socrate, me paraît tout à fait vrai. Or donc, poserons-nous en principe que tous les poètes, à commencer par Homère, sont de simples imitateurs des apparences de la vertu et des autres sujets qu'ils traitent, mais que, pour la vérité, ils n'y atteignent pas. Semblable en cela au peintre dont nous parlions tout à l'heure, qui dessinera une apparence de cordonnier sans rien entendre à la cordonnerie, pour des gens qui, n'y entendant pas plus que lui, jugent des choses d'après la couleur et le dessin. Parfaitement. Nous dirons de même, je pense, que le poète applique à chaque art des couleurs convenables, avec ses mots et ses phrases, de telle sorte que, sans s'entendre lui-même à rien d'autre qu'à imiter, auprès de ceux qui, comme lui, ne voient les choses que d'après les mots, il passe, quand il parle, en observant la mesure, le rythme et l'harmonie, soit de cordonnerie, soit d'art militaire, soit de tout autre objet. Il passe, dis-je, pour parler fort bien, tant naturellement et par eux-mêmes ces ornements ont de charme. Car dépouillés de leur coloris artistique, et citées pour le sens qu'elles enferment, tu sais, je pense, quelles figures font les œuvres des poètes, puisqu'aussi bien tu en as eu le spectacle. Oui, dit-il. Ne ressemble-t-elle pas au visage de ces gens qui n'ont d'autre beauté que la fleur de la jeunesse lorsque cette fleur est passée? C'est tout à fait exact. Or ça, donc, considère ceci. Le créateur d'images, l'imitateur, disons-nous, n'entend rien à la réalité, il ne connaît que l'apparence, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, ne laissons pas la question à demi traitée, voyons-la comme il convient. Parle, dit-il. Le peintre, disons-nous, peindra des reines et un mort. Oui. Mais c'est le sellier et le forgeron qui les fabriqueront, certainement. Or, est-ce le peintre qui sait comment doivent être faits les reines et le mort? Est-ce même celui qui les fabrique, forgeron ou sellier? N'est-ce pas plutôt celui qui a appris à s'en servir, le seul cavalier? C'est très vrai. Ne dirons-nous pas qu'il en est de même à l'égard de toutes les choses? Comment cela? Il y a trois arts qui répondent à chaque objet, ceux de l'usage, de la fabrication et de l'imitation. Oui, mais à quoi tendent la qualité, la beauté, la perfection d'un meuble, d'un animal, d'une action, sinon à l'usage en vue duquel chaque chose est faite, soit par la nature, soit par l'homme, à rien d'autre. Par conséquent, il est de toute nécessité que l'usage d'une chose soit le plus expérimenté et qu'il informe le fabricant des qualités et des défauts de son ouvrage par rapport à l'usage qu'il en fait. Par exemple, le joueur de flûte renseignera le fabricant sur les flûtes qui pourront lui servir à jouer, il lui dira comment il doit les faire et celui-ci obéira, sans doute. Donc, celui qui sait prononcera sur les flûtes bonnes et mauvaises, et l'autre travaillera sur la foi du premier. Oui. Ainsi,
À l'égard du même instrument, le fabricant aura sur sa perfection ou son imperfection une foi qui sera juste, parce qu'il se trouve en rapport avec celui qui sait, et qu'il est obligé d'écouter ses avis. Mais c'est l'usager qui aura la science, parfaitement. Mais l'imitateur tiendra-t-il de l'usage la science des choses qu'il représente? Saura-t-il si elles sont belles et correctes ou non? Ou s'en fera-t-il une opinion droite parce qu'il sera obligé de se mettre en rapport avec celui qui sait et de recevoir ses instructions quant à la manière de les représenter? Ni l'un ni l'autre.